Bonjour et merci de l'invitation. Merci d'avoir invité la CFDT pour qu'on puisse s'exprimer. Alors en intervenant en quatrième session, je constate évidemment beaucoup de convergences. Donc il y a des choses que je vais redire, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir constater que nous avons des convergences entre nous. Je voudrais quand même revenir sur le rôle et les missions d'une branche. Je vois quatre rôles et c'est important de toujours s'en souvenir avant de parler de la restructuration. La branche, c'est un instrument de régulation et d'impulsion de la norme. C'est aussi le lieu de gouvernance des politiques d'emploi, de formation et de travail. Et là, je cite le rapport Ramin, auquel on pense beaucoup ce matin. Le lieu de dialogue économique et social pour un secteur d'activité, je vais y revenir, et une instance de représentation du secteur d'activité auprès des pouvoirs publics et de tout acteur extérieur. Et les missions, c'est d'abord et avant tout de réguler la concurrence, et là aussi j'y reviendrai, de définir des garanties collectives. On en a cité beaucoup ce matin, les salaires minimums hiérarchiques, la formation, la protection sociale, etc. Ordonner ce qui relève de la branche et de ce qui relève des entreprises, et rendre un avis d'interprétation des dispositions conventionnelles. On pourrait en citer d'autres, mais c'est les quatre principales selon nous. Et je voudrais ajouter qu'il y a un principe et une méthode quand on aborde la question de la négociation collective en branche, donc quand on aborde ce niveau-là de négociation. Le premier principe, c'est le paritarisme. C'est important ce matin de se dire que c'est un principe qui est consubstantiel, je dirais, à ce niveau de négociation. Alors ce matin, nous sommes invités par une instance, on va dire une institution paritaire, et donc ça semble évident d'inviter des organisations syndicales et des organisations patronales. Mais je constate bien souvent, avec regret, que des pouvoirs publics, des ministères, des cabinets ministériels et des acteurs économiques et sociaux invitent parfois des organisations patronales en disant « nous invitons la branche ». Non, vous invitez des organisations patronales qui peuvent tout à fait parler des entreprises, des métiers, mais ce ne sera jamais à ce moment-là une parole de la branche, c'est-à-dire une notion de représentation de la branche. Parce que peuvent représenter la branche seulement les organisations patronales et les organisations syndicales quand elles sont réunies. Ou alors, elles se mettent d'accord entre elles pour envoyer un représentant, mais il faut qu'il y ait un accord à la fois des organisations syndicales et des organisations patronales. Et ça, c'est vraiment un principe fondamental. Et j'ajoute que, pour reprendre les mots d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, quand on nomme la branche, on n'utilise pas le nom de l'organisation patronale représentative si elle est, voilà, s'il n'y en a qu'une et qu'elle est majeure. Eh bien, pour autant, ce n'est pas le nom de la branche. Le nom de la branche, c'est le nom de la convention collective si on considère ce matin que, pour le moment, branche, c'est la convention collective. Il peut y avoir un débat, mais je ne rentre pas dans le détail. Et c'est pour cela que je dis souvent aux militants, aux négociateurs de branche, à ceux qui supervisent les négociations, n'utilisez pas le nom de l'organisation patronale pour parler du secteur dans lequel vous négociez. Vous avez un nom générique, il est partagé, et c'est très important, ne serait-ce que d'ailleurs pour la clarté du débat. Et puis la méthode, c'est la négociation collective. C'est-à-dire que c'est par la négociation, la confrontation des opinions, des intérêts, qu'on arrive à des compromis et qu'on arrive tout simplement à assurer le rôle et les missions de la branche. Alors, je viens à la question du pourquoi regrouper des conventions collectives, parce que là aussi, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi on le fait. Même si ça peut être une injonction, on peut vraiment se poser la question, mais pourquoi regrouper des conventions collectives? Alors, il s'agit de tenir son rôle et d'assurer ses missions. C'est-à-dire que si dans une branche, les organisations ont des difficultés pour assurer le rôle, assurer les missions, faire en sorte de produire de la norme, de la négociation, des rapports de branche, et ainsi de suite, alors effectivement, il y a lieu de se poser la question de l'intérêt d'un regroupement.
Et puis, il s'agit aussi de s'adapter aux transformations économiques et sociales. Il y a de grandes transformations, hein, chaque génération, des grandes transformations économiques et sociales, et forcément, ces transformations économiques et sociales ont une incidence sur la délimitation des conventions collectives, et j'illustrerai tout à l'heure par des exemples. Ensuite, il faut être lisible par les employeurs et les salariés. Et enfin, être connu des acteurs du monde politique, économique et social. Il arrive parfois que, par exemple, les services statistiques établissent des chiffres très intéressants, mais alors pour les branches, c'est très difficile de s'y retrouver parce que les frontières ne sont pas les mêmes. Donc il va falloir être lisible aussi à tous les niveaux, à un niveau statistique, à un niveau d'analyse des données, et aussi lisible dans l'analyse des textes, dans les normes qu'on établit. Alors, il y a des faiblesses, elles ont souvent été citées ce matin. On regroupe aussi des conventions collectives quand on s'aperçoit qu'on a des difficultés pour trouver tout simplement des représentants, quand on a du mal à peser finalement et à défendre les règles d'une profession. Finalement, restructurer les branches, ça relève parfois de la survie du paritarisme, dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a quelques préalables aux critères que je vais énoncer rapidement. Je voudrais faire deux préalables. Le premier, c'est qu'il s'agit de défendre le principe et la méthode du paritarisme, c'est-à-dire que ça doit se faire dans le consensus, dans la recherche de compromis, à travers des accords majoritaires pour mettre en œuvre une restructuration de branche. L'initiative, elle peut venir seulement des organisations patronales, ça ne nous pose pas de problème à la CFDT. L'initiative peut venir des organisations syndicales. En fait, peu importe d'où vient l'initiative, du moment qu'on respecte le principe du paritarisme et que ensuite il y a du dialogue, il y a des échanges, il y a un certain nombre de rencontres, d'explications, et on finit par trouver ensemble un intérêt général en dépassant la logique des conflits, une expression chère à Edmond Maire, qu'on connaît bien à la CFDT. Deuxième préalable, c'est qu'il faut mettre de côté les difficultés organisationnelles. C'est aux organisations de régler en interne les questions de gouvernance, les questions de frontières. Finalement, les salariés n'ont pas à subir le fait que telle organisation a décidé de se séparer en fédérations, et puis qu'il y a des frontières, etc. Ça, c'est vraiment aux organisations de régler leurs problèmes. Ça ne doit pas avoir d'incidence quand on se pose la question d'une restructuration des branches dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt des entreprises. Alors les critères, j'en évoque 5. Le premier, c'est la cohérence sociale et économique. On a beaucoup parlé de cohérence ce matin. La CFDT défend ce premier critère. Il est impératif. Il doit y avoir une cohérence sociale et économique. Soit on raisonne en termes de secteur. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la notion de concurrence qui prévaut. On y est très attaché à la CFDT. Je rappelais que le rôle de la branche, c'est de réguler la concurrence. Donc il doit y avoir une concurrence entre les entreprises de la convention collective. Et d'ailleurs, le rapport Ramin parle même de vocation de la branche sur cette question de concurrence. Soit on raisonne en termes de filière, et dans ce cas-là, c'est plus la notion d'intérêt commun du côté des employeurs comme des salariés. Mais la notion de concurrence est un peu plus évidente. Le deuxième critère, c'est la vitalité du dialogue social. Je n'y reviens pas, on l'a souvent dit. Si la branche produit beaucoup d'accords, beaucoup de normes, alors on est bien dans la bonne logique. Il y a aussi le nombre de salariés, mais ça ne doit pas être un critère majeur, puisque ça a été dit, une branche peut très bien vivre avec moins de salariés qu'une autre, mais s'il y a une vitalité du dialogue social et des règles de la profession qui sont défendues, alors je dirais que tout va bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question du pourquoi se restructurer. Le quatrième critère, c'est la qualité de la prise en charge des petites entreprises, puisque, rappelons-le aussi, la convention collective, c'est le filet de sécurité pour les salariés des petites entreprises
dans lesquels il n'y a pas d'accord collectif négocié au niveau de l'entreprise. Et donc ce filet de sécurité, il assure les salariés des petites entreprises, donc la convention collective ou le regroupement de conventions collectives permet d'être plus efficient pour les salariés des petites entreprises. Et enfin, il y a la participation des organisations au dialogue social européen, voire mondial. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question d'une mission d'intérêt général, de représentation, de peser aussi dans le monde économique et social. Et donc, si on peut se regrouper et peser un peu plus, par exemple au niveau européen, c'est intéressant. Merci pour ces critères très éclairants. Vous parliez tout à l'heure d'exemples de rapprochement. Alors, allons-y. Quels sont les rapprochements en cours ou souhaités dont vous faisiez écho tout à l'heure? Alors, je confirme, ça prend du temps. Ça prend du temps, la restructuration des branches. J'évoquerai pour parler de restructuration en cours les professions judiciaires, les métiers du droit, comme c'est dit dans le rapport Ramin. C'était considéré comme une évidence, mais finalement, ça prend du temps. Nous avons par exemple une fusion de la convention collective des administrateurs et mandataires judiciaires avec la convention des greffiers des tribunaux de commerce et la convention des avocats au Conseil. Alors il y a eu un accord de champ en mai 2019 et nous avons une sorte d'arrêt de la négociation à cause d'un problème de représentativité patronale. Et ça illustre le fait qu'il y a quand même des problèmes organisationnels qui, trop souvent, sont les petits cailloux dans la chaussure, pour reprendre une expression qui a déjà été prononcée. Deuxième grande restructuration, toujours dans les métiers du droit, c'est les commissaires de justice. Alors, les commissaires de justice, au 1er juillet 2022, c'est l'entrée en vigueur de ce statut. Alors, on regroupe les huissiers de justice avec les commissaires-priseurs. Donc, les salariés des huissiers et les salariés des commissaires-priseurs. Donc ça aussi, c'est difficile puisque actuellement, nous n'avons pas du tout terminé la fusion de ces deux branches. Troisième regroupement dans ces métiers du droit, c'est la fusion des conventions collectives des avocats avec celles des avocats salariés. Donc les salariés des avocats et les avocats salariés. Donc une grande convention collective salariés d'avocats et avocats salariés. Là aussi, un accord de champ qui date de juillet 2019. Et comme on travaille article par article, c'est ce qui peut être normal avec une organisation patronale composée d'avocats, ça prend du temps. Donc, ça permet d'illustrer le fait qu'il faut prendre le temps de ces regroupements. Et puisque nous sommes dans un cadre paritaire, ce n'est pas choquant. C'est-à-dire que finalement, le rythme, il est donné par les organisations patronales et syndicales. Les branches, ça nous appartient. C'est un instrument qui nous appartient. Si nous voulons prendre le temps pour nous regrouper et le faire correctement, prenons-le. C'est notre liberté d'organisation représentative. Je voudrais ajouter trois exemples, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Premier exemple de fusion, alors peut-être pas souhaité à court terme, mais disons un regroupement ou une restructuration à laquelle on pense, c'est les salariés des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. En plus, on propose un nom, SPID, alors c'est un mot anglais, mais ça permettrait d'avoir là aussi un cadre avec une production de normes qui soit adaptée à ces publics, à ces salariés bien particuliers. Vous pouvez nous donner l'acronyme de SPID? Alors, salarié du particulier employeur et de l'emploi à domicile. Deuxième exemple, ça a été dit par mon collègue de la FEC-EFO ou de la CGC, pardon, je crois que c'était FEC-EFO, c'était le milieu associatif. On a un problème avec le milieu associatif où il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas de convention collective. Donc, la restructuration des branches, je suis tout à fait en accord avec l'un des intervenants qui disait restructuration des branches, ça doit inclure le fait de faire en sorte que tous les salariés qui ne sont pas couverts, enfin qui travaillent dans une entreprise qui n'est pas couverte par une convention collective, puissent l'être à terme. Et je pense que
si on s'engage dans une grande restructuration à tous les niveaux, il faudra absolument qu'on évite le fait que des salariés n'aient pas de couverture conventionnelle. C'est difficilement entendable, c'est vraiment une inégalité sociale. Et enfin, je voudrais parler un peu du commerce. Alors, en ce moment, il y a les assises du commerce organisées par Bercy, et monsieur le maire disait que dans le commerce, il y a une forme d'individualisme avec beaucoup de morcellement. Et d'ailleurs, c'est dit aussi par le rapport Ramin qui évoque le commerce. Nous, à la CFDT, on essaye de respecter les critères que je vous ai donnés, et donc dans un souci de cohérence, bien entendu, il ne peut pas y avoir une grande convention collective du commerce, ce n'est pas ce que nous souhaitons, sinon on ne respecterait pas les principes, les missions, les rôles, etc., tout ce que j'ai indiqué. En revanche, on peut imaginer qu'on puisse différencier l'alimentaire et le non alimentaire, et au sein du non alimentaire, qu'on puisse aussi différencier certains secteurs d'activité du commerce. Pour ce qui est de l'alimentaire, on peut aussi différencier l'alimentation générale et le commerce alimentaire spécialisé. Donc il y a des choses à faire, et puisque ça se fera dans le dialogue social en respectant le paritarisme, on arrivera, j'espère, à trouver des conventions collectives où il y a de la concurrence entre entreprises, où on prend en compte les spécificités des petites entreprises et donc des salariés qui travaillent dans ces petites entreprises. On peut imaginer des annexes. Le dialogue social produit beaucoup de choses de manière à ce que les conventions collectives soient bien à l'image en fait des règles de la profession. Et enfin, je voudrais citer une dernière fois le rapport Ramin qui disait, qui évoquait les difficultés de prise en compte du développement du commerce en ligne dans le paysage conventionnel, des difficultés couramment soulevées, disait le rapport. Je souscris complètement. Je parlais de transformation économique et sociale, c'est un exemple qui l'illustre. Il y a des transformations. Le commerce numérique, la vente à distance se développe, et nous avons des questions à nous poser sur l'intégration en fait, de ces entreprises. Quelle est la meilleure couverture conventionnelle? Un exemple, Amazon, qui est dans toutes les têtes, qui a été cité lors de la plénière des Assises du commerce, qui occupe les esprits parce que c'est une entreprise concurrentielle pour les entreprises du commerce. Aujourd'hui, Amazon prétend, pour des grands sites, prétend appliquer la convention collective du transport. Et nous nous y opposons parce que nous estimons que c'est une entreprise commerciale qui rentre en concurrence avec d'autres entreprises. Donc c'est toute la question de la cohérence économique et sociale. C'est un critère vraiment important et nous sommes actuellement en contentieux à ce sujet, et nous pensons que la restructuration des branches dans le commerce pourrait aussi répondre à ce type de situation qui sont intenables parce qu'il s'agit quand même de faire respecter une convention collective qui correspond à la réalité économique et sociale.